Bonjour. Aujourd'hui, Le joueur de Dostoïevski. Chapitre 1. Je revins enfin, après une absence de 2 semaines. Voici 3 jours que notre groupe est à Rouletambour. Je m'imaginais qu'il m'attendait avec une impatience fébrile. Je me trompais. Le général, avec un complet détachement, me parla de haut et me renvoya à sa sœur. Il était évident qu'ils avaient emprunté de l'argent quelque part. Il me sembla même que le général éprouvait de la gêne à me regarder. Marie Philippovna était fort affairée, elle me parla à peine. Elle n'en prit pas moins l'argent, le compta, et écouta mon rapport du commencement à la fin. On attendait pour le dîner Mezentsev, le petit français, et un anglais. Comme il se doit, du moment qu'on a de l'argent, un grand dîner de rigueur à la moscovite. M'ayant aperçu, Pauline Alexandrovna me demanda pourquoi mon absence avait été si longue. Sans attendre ma réponse, elle disparut. Exprès, bien sûr. Pourtant une explication s'impose. Nous avons tant de choses à nous dire. On m'avait retenu une petite chambre au 5e. On sait à l'hôtel que je fais partie de la suite du général. Il est clair qu'ils ont déjà su se faire apprécier. Ici, tout le monde considère le général comme un richissime boyard. Dès avant le dîner, entre autres commissions, il m'avait chargé de lui changer 2 billets de 1000 francs. J'ai fait la monnaie au bureau de l'hôtel. On nous prendra maintenant pour des millionnaires pendant au moins 8 jours. J'ai voulu emmener Micha et Nadia faire une promenade. J'étais déjà dans l'escalier quand le général m'a fait appeler. Il jugeait nécessaire de savoir où nous allions. Décidément, cet homme ne peut pas me regarder droit dans les yeux. Il le voudrait bien, pourtant, mais je lui renvoie chaque fois un regard si fixe, c'est-à-dire irrespectueux, qu'il semble perdre contenance. En un discours fort emphatique, bâtissant phrase sur phrase pour finir par s'embrouiller complètement, il me fit comprendre que je ne devais pas me promener avec les enfants à proximité du casino, mais plutôt dans le parc. En conclusion, il se mit tout à fait en colère et il ajouta d'un ton abrupt. « Vous seriez capable de les emmener à la roulette. Excusez-moi, mais je sais que vous avez encore de la légèreté. Vous seriez capable d'aller jouer. Au demeurant, quoique je ne sois pas votre mentor et ne désire pas assumer ce rôle, au moins j'ai le droit de souhaiter que vous, comment dirais-je, ne me compromettiez pas. » Je lui répondis avec calme. « Mais je n'ai pas d'argent, et il en faut pour pouvoir perdre au jeu. »« Vous en aurez tout de suite, » répondit le général, non sans rougir. Il fouilla dans son bureau, consulta son calepin. Il me devait environ 120 roubles. « Comment allons-nous nous arranger » commença-t-il. « Il faut les convertir en thalers. Prenez toujours 100 thalers pour faire un compte rond. Je n'oublierai pas le reste, naturellement. » Je pris l'argent en silence. « Je vous en prie, ne vous offensez pas de mes paroles, vous êtes tellement susceptible. Si je vous ai fait une remarque, c'était simplement pour vous mettre en garde, et je ne suis pas sans avoir le droit de le faire. » En rentrant avec les enfants pour le dîner, je rencontrai toute une cavalcade. Notre groupe était allé visiter des ruines, 2 calèches mirobolantes, des chevaux superbes. Dans l'une, Mademoiselle Blanche avec Marie Philippovna et Pauline. Le freluquet de français, l'anglais et le général étaient à cheval. Les passants s'arrêtaient pour les voir passer. L'effet était immanquable, mais le général était dans une mauvaise passe. J'avais calculé qu'en ajoutant les 4000 francs que j'avais rapportés à la somme qu'ils avaient sans doute réussi à se procurer, ils devaient avoir 7 à 8000 francs. Ce n'était pas suffisant pour Mademoiselle Blanche. Cette dernière est aussi descendue dans notre hôtel avec sa mère, notre petit Français dans les parages. Les domestiques l'appellent Monsieur le Comte. La mère de Mademoiselle Blanche se donne du Madame la Comtesse. Ils le sont peut-être, après tout. Je le savais, Monsieur le Comte n'allait pas me reconnaître lorsque nous nous mettrions à table. Bien entendu, le général n'aurait même pas l'idée de nous présenter, ni de dire quelques mots d'introduction. Monsieur le Comte, qui a été en Russie, sait fort bien qu'un précepteur, un uchitel, comme ils disent du bout des lèvres, ne mérite pas la moindre considération. Au demeurant, il me connaît très bien. Mais j'avoue être venu dîner sans en avoir été prié. Le général avait probablement oublié de donner des ordres. Sans cela, il m'aurait sûrement envoyé à la table d'hôte. J'arrivais de mon propre chef, et le général me toisa sans aménité. Marie Philippovna, pleine de bonté, m'indiqua aussitôt une place. Mais je connaissais Mr. Astley, cela me sauva. Bon gré mal gré, j'étais des leurs. J'avais d'abord rencontré ce curieux Anglais en Prusse, dans le train, alors que je courais après notre groupe. Nous étions assis l'un en face de l'autre.
Nous nous revîmes en arrivant en France, puis en Suisse. Cela 2 fois en 15 jours, et voici que nous nous retrouvions à Rouletambourg. De ma vie, je n'ai rencontré un être aussi timide. Sa timidité touche à la bêtise. Il le sait bien lui-même, car il n'est point sot. Il est d'ailleurs très gentil et modeste. Lors de notre première rencontre en Prusse, je m'arrangeai pour le faire parler. Il me dit qu'il avait visité cet été le Cap Nord et qu'il aurait bien voulu se rendre à la foire de Nijni-Novgorod. Je ne sais comment il fit la connaissance du général. Il me paraît éperdument amoureux de Pauline. Quand elle est entrée, il est devenu rouge comme une pivoine. Il était très heureux de m'avoir pour voisin de table et il n'est pas impossible qu'il me considère déjà comme son ami intime. À table, le Franzouzik se haussait le col à des hauteurs incroyables. À l'égard de tout le monde, il se comporte avec laisser-aller et suffisance. Et à Moscou, je m'en souviens, il faisait la roue. Il parlait finance et politique russe, d'abondance. Parfois le général se permettait de le contredire, mais discrètement, et à seule fin de ne pas perdre définitivement la face. Je me sentais d'une humeur bizarre, comme de juste, vers le milieu du dîner, je me posais mon éternelle question. Pourquoi est-ce que je traîne avec ce général? Pourquoi n'ai-je pas quitté toute cette compagnie depuis longtemps? De temps à autre, j'observais Pauline Alexandrovna. Elle m'ignorait totalement. Tout cela me fit voir rouge. Je décidai d'être mal élevé. Cela commença de la façon suivante. Sans prévenir, je sautai brusquement dans une conversation. Essentiellement, j'en avais après le Franzouzik. Je me tournai vers le général et, tout à coup, à très haute voix, en articulant et je crois même en l'interrompant au milieu d'une phrase, je lui dis que cet été, il était pour ainsi dire impossible à un Russe de dîner à la table d'hôte des hôtels. Le général fixa sur moi un regard surpris. « Si vous avez un tant soit peu d'estime pour vous-même, continuai-je, vous pouvez sûrement vous attendre à des grossièretés et vous exposer à d'extraordinaires impertinences. À Paris, dans le pays rhénan, en Suisse même, à la table d'hôte, il y a un tel menu fretin de Polonais et de Français sympathisants que vous n'arrivez pas à souffler mot si vous êtes russe. » Je fis cette déclaration en français. Le général me regardait d'un air interloqué, ne sachant s'il devait se fâcher ou simplement s'étonner de mon incartade. « Cela veut dire que quelque part, et de quelqu'un, vous avez reçu une bonne leçon, laissa tomber le freluquet avec dédain. À Paris, je me querellai d'abord avec un Polonais, répliquai-je, ensuite avec un officier français qui était de son avis. Par la suite, quelques Français se rangèrent de mon côté lorsque je leur racontai comment j'avais voulu cracher dans le café d'un monsignor. Cracher, s'enquit le général avec un étonnement plein de gravité, en se tournant même vers l'assistance. Le Franzouzik m'examinait d'un œil méfiant. Parfaitement, répondis-je, ayant cru pendant 2 jours pleins qu'il me faudrait passer quelques instants à Rome pour notre affaire. Je me rendis à la chancellerie de l'ambassade du Saint-Siège à Paris pour faire viser mon passeport. J'y fus reçu par un petit abbé d'une 50aine d'années. Il était glacial et on frissonnait rien qu'à voir sa tête. Il écouta poliment ma requête, mais me pria fort sèchement d'attendre. J'étais pressé, mais je n'eus pas d'autre ressource naturellement que de m'asseoir et d'attendre. Je sortis donc de ma poche l'opinion nationale et je me mis à lire d'effroyables insultes contre la Russie. Ce faisant, j'entendis que quelqu'un était introduit chez Monsignor par la pièce voisine. Je vis mon abbé faire des courbettes. Je lui renouvelai ma demande. Il me pria encore plus sèchement d'attendre. Un peu plus tard, un inconnu entra pour affaire, c'était un Autrichien. L'abbé l'écouta et le fit monter sans délai. Là, je perdis patience. Je me levai, m'approchai de l'abbé et lui signifiai nettement que, du moment que Monsignor recevait, il pouvait parfaitement expédier aussi mon affaire. L'abbé recula, sidéré. Il n'arrivait pas à comprendre qu'un Russe de rien du tout pût se permettre de s'élever au même niveau que les hôtes de Monsignor. D'un ton insolent à l'extrême, visiblement heureux de pouvoir m'offenser, il me toisa des pieds à la tête et s'écria. « Alliez-vous donc croire que Monsignor laisserait là son café à cause de vous ?» Alors je m'écriai, mais plus fort que lui. « Sachez donc que je crache dans le café de votre Monsignor. Si vous n'en finissez pas avec mon passeport immédiatement, j'irai le trouver moi-même. » « Comment, quand le cardinal est auprès de lui ?» glapit le petit abbé en s'écartant de moi avec effroi. Il se jeta contre la porte et mit ses bras en croix, prêt à mourir plutôt qu'à me laisser passer. Alors je lui déclarai que j'étais hérétique et barbare, et que tous ces archevêques, cardinaux et autres monsignors ne me faisaient ni chaud ni froid. Bref, je fis celui qui ne reculerait à aucun prix. L'abbé me contempla avec une infinie méchanceté, arracha le passeport de mes mains et grimpa les escaliers. 1 minute plus tard, j'avais mon visa. Le voici. Voulez-vous le voir ?
Je sortis mon passeport et j'exhibais le visa romain. Tout de même, vous, commença le général. C'est le fait d'avoir déclaré que vous étiez barbare et hérétique qui vous a sauvé, remarqua le Français en ricanant. Cela n'était pas si bête. Alors quoi, faut-il faire comme nos Russes? Regardez-les installés à l'étranger. Ils n'osent piper, ils sont prêts à tout pour renier leur nationalité. Au moins dans mon hôtel à Paris, l'on eut pour moi beaucoup plus de considération lorsque j'eus raconté ma querelle avec l'abbé. Le gros et noble Polonais, le plus monté contre moi à la table d'hôte, passa au second plan. Les Français encaissèrent même l'histoire que je leur racontais d'un homme que je rencontrais voici 2 ans et sur lequel un militaire français du régiment des chasseurs avait tiré en 1812, à seule fin de décharger son fusil. À l'époque, cet homme était un enfant de 10 ans et sa famille n'avait pas eu le temps de quitter Moscou. C'est absolument impossible, s'emporta le Freluquet. Un soldat français ne va pas tirer sur un enfant. Et pourtant, c'est la pure vérité, répondis-je. C'est un honorable capitaine en retraite qui me l'a raconté. J'ai vu de mes propres yeux la cicatrice de la balle sur sa joue. Le Français se mit à parler beaucoup et vite. Le général entreprit de soutenir sa cause, mais je lui conseillai de relire ne fût-ce que des extraits des notes mémoires du général Perovski, prisonnier des Français en 1812. Finalement, Marie Philippovna changea de conversation. Le général était très mécontent, ma discussion avec le Français avait presque dégénéré en vocifération. Par contre, j'eus l'impression que cette dispute avait été au goût de Mr. Astley. En se levant de table, il me proposa de boire un verre avec lui. Après le dîner, comme il se devait, je réussis à avoir un entretien d'1 quart d'heure avec Pauline Alexandrovna. Ce fut pendant la promenade. Tout le monde s'était dirigé vers le casino par le parc. Pauline s'assit sur un banc, face au jet d'eau, et elle laissa la petite Nadine jouer non loin de là, avec des enfants. J'autorisai aussi Michel à les rejoindre et nous demeurâmes enfin seuls. Nous parlâmes d'abord affaires, inévitablement. Pauline fut très contrariée quand je ne lui remis que 700 florins. Elle était persuadée qu'en engageant ses diamants au mont-de-piété de Paris, je lui rapporterais au moins 2000 florins et même plus. J'ai besoin d'argent coûte que coûte, il faut en trouver, sinon je suis perdue, dit-elle. Je lui demandai ce qui s'était passé en mon absence. 2 nouvelles de Saint-Pétersbourg, rien de plus. D'abord que grand-mère était au plus mal. Ensuite, 2 jours plus tard, qu'elle devait déjà être morte. Nous le tenons de Timothée Petrovitch. Il est connu pour son exactitude, ajouta Pauline. Nous attendons confirmation. Donc tout le monde attend? Bien sûr, il n'y a que cela qu'on attend et qu'on espère depuis 6 mois. Et vous aussi vous espérez? Demandai-je. Mais je n'ai avec elle aucun lien de parenté et je ne suis que la belle-fille du général. Je n'en suis pas moins sûr qu'elle ne m'oubliera pas dans son testament. Je crois que vous entrerez en possession d'une somme très importante, lui dis-je avec assurance. Oui, elle avait de l'affection pour moi, mais pourquoi est-ce que vous le croyez? En guise de réponse, je lui posai une question. Mais dites-moi, notre marquis n'est-il pas lui aussi au courant de tous ses secrets de famille? Et vous-même, quelle est la raison de votre intérêt? Rétorqua Pauline. Son regard était sévère et froid. Sauf erreur, le général a déjà réussi à le taper. Vous avez le don de la divination. Alors aurait-il avancé de l'argent s'il n'était pas au courant de la situation de cette chère grand-maman? Avez-vous remarqué pendant le dîner, 3 fois il l'a appelée Baboulinka. La Baboulinka, quelle relation intime et amicale. Oui, vous avez raison, dès qu'il apprendra que j'hérite, moi aussi il demandera ma main. C'est ce que vous vouliez savoir? Il demandera votre main? Et moi qui croyais que c'était chose faite depuis longtemps. Vous savez parfaitement qu'il n'en est rien, s'emporta Pauline. Où avez-vous rencontré cet Anglais? Ajouta-t-elle après un silence. J'étais sûr que vous alliez me questionner à son sujet. Je lui racontai mes précédentes rencontres avec Mr. Astley pendant mon voyage. Il est timide, il a le cœur sensible, et bien entendu il est amoureux de vous. Oui, il est amoureux de moi, dit Pauline. Et certainement, il est 10 fois plus riche que le Français. Croyez-vous vraiment que le Français ait de la fortune? N'y a-t-il pas là un sujet de doute? Il n'y a aucun doute, il possède un château. Le général me l'a réaffirmé hier encore. Cela vous suffit? À votre place, je n'hésiterais pas à épouser l'Anglais. Pourquoi? Demanda Pauline. Le Français est plus joli garçon, répondis-je brutalement, mais il est moins honnête. L'Anglais, en outre, est 10 fois plus riche. Oui, mais le Français est marquis, et plus intelligent, répondit-elle, le plus tranquillement du monde. Est-ce bien vrai? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Mes questions dérangeaient visiblement Pauline, et je sentais qu'elle voulait me blesser par le ton et l'étrangeté de sa réponse. Je le lui dis aussitôt.
En effet, cela m'amuse de vous voir enragé. Et pour ce seul fait que je vous autorise à me poser de telles questions et à vous livrer à de telles considérations, vous aurez à payer. J'estime en fait avoir le droit de vous poser n'importe quelle question, répondis-je sans sourciller, précisément parce que je suis prêt à payer n'importe quel prix. Ma vie maintenant ne compte pas. Pauline éclata de rire. La dernière fois, quand nous étions au Schlangenberg, vous m'avez dit que vous étiez prêt, à mon moindre signe, à vous jeter dans le vide la tête la première. Et c'est, je crois, une chute d'un millier de pieds. Un jour viendra où je vous ferai ce signe, rien que pour voir comment vous saurez payer. Et soyez-en certains, je ne flancherai pas. Vous m'êtes odieux justement parce que je vous ai tout permis. Vous me l'êtes davantage encore parce que j'ai si besoin de vous. Pour l'instant, vous m'êtes utile, je dois donc vous ménager. Elle se leva, sa voix était irritée. Depuis quelque temps, elle avait pris l'habitude de mettre fin à nos entretiens avec exaspération, avec animosité, une véritable animosité. Je ne voulais pas la laisser partir sans une explication. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que représente Mademoiselle Blanche? Vous savez parfaitement ce que c'est que Mademoiselle Blanche. Aucun fait nouveau ne s'est produit dernièrement. Elle sera certainement Madame la Générale, au cas bien entendu où la mort de grand-mère serait confirmée. Car tant Mademoiselle Blanche que sa mère et son cousin le marquis savent très bien que nous sommes ruinés. Et le général est fou d'elle? Il ne s'agit pas de cela maintenant. Écoutez-moi bien. Prenez ces 700 florins et allez au jeu. Gagnez-moi à la roulette le plus d'argent possible. J'en ai besoin coûte que coûte, et tout de suite. Là-dessus, elle appela Nadine et se dirigea vers le casino où elle rejoignait les autres. Quant à moi, je pris le premier sentier à ma gauche, pensif et interloqué. Son ordre d'aller jouer à la roulette m'avait produit l'effet d'un coup sur la tête. Chose étrange, j'avais assez matière à réflexion, et pourtant je m'absorbais entièrement dans l'analyse de mes sentiments envers Pauline. En vérité, durant ces 2 semaines d'absence, j'avais eu le cœur plus léger qu'aujourd'hui, à mon retour, quoique pendant ce voyage j'eusse été éperdu de tristesse et agité comme un forcené. Je la voyais constamment dans mes rêves. Une fois même, c'était en Suisse, m'étant endormi dans le train, je crois avoir commencé une conversation à haute voix avec Pauline, ce qui fit rire tout le compartiment. Et maintenant, une fois de plus, je me posais la question. Est-ce que je l'aime? Et une fois de plus, je ne pus y répondre. Ou plutôt, pour la 100e fois, je me dis que je la détestais. Oui, je la détestais. Par moments, je sentais que j'aurais donné la moitié de ma vie pour l'étrangler. Cela à la fin de toutes nos conversations. Si la possibilité m'était donnée de lui enfoncer lentement un couteau dans la poitrine, je jure que je l'aurais empoigné, ce couteau, avec une satisfaction intense. Et pourtant, je le jure par tout ce qui est sacré, si sur le Schlangenberg, cette montagne à la mode, elle m'avait dit pour de bon sauter, je l'aurais fait immédiatement, et même avec volupté, j'en étais sûr. D'une façon ou d'une autre, il fallait en finir. Tout cela, elle le comprend fort bien. Elle sait que j'ai parfaitement conscience de toute la distance infranchissable qui nous sépare, de l'impossibilité où je suis de réaliser mes rêves, et savoir cela lui procure, j'en suis certain, un plaisir extrême. Sinon, prudente et intelligente comme elle est, pourrait-elle faire preuve envers moi d'une si grande familiarité, d'une si grande franchise? J'ai l'impression qu'elle m'a jusqu'à présent regardé comme cette impératrice de l'Antiquité qui se déshabillait devant son esclave, car elle ne le considérait pas comme un homme. Oui, bien souvent, je n'ai pas été un homme à ses yeux. Elle m'a néanmoins chargé d'une mission, gagner coûte que coûte à la roulette. Je n'avais pas le temps de me demander pourquoi et dans quel délai je devais gagner, ni quelles nouvelles idées avaient germé dans cet esprit toujours actif. Il était clair en outre que quantité de faits nouveaux s'étaient accumulés durant ces 15 jours, faits dont je n'avais encore aucune idée. Tout cela devait être élucidé, analysé et au plus vite. Mais ce n'était pas le moment, je devais aller au jeu. Chapitre 2. L'avouerai-je, cela m'était désagréable. Bien que fermement décidé à jouer, mon intention n'était pas de commencer à jouer pour autrui. Cela me déroutait un peu. C'est avec un sentiment d'appréhension que je fis mon entrée dans la salle de jeu. Tout m'y déplut de prime abord. Je déteste cette servilité dont témoignent les feuilletons du monde entier et surtout les journaux russes. Nos folliculaires y décrivent, presque chaque printemps, 2 choses. D'abord le luxe extraordinaire des salles de roulette dans les villes de Rhénanie. Ensuite, les montagnes d'or y recouvraient les tables. On ne les paie pas pour ce faire, ils le racontent simplement par complaisance désintéressée. Il n'y a aucune splendeur dans ces sales petits établissements. Quant à l'or, non seulement il ne fait pas crouler les tables, mais on ne l'aperçoit qu'à peine.
Sans doute, pendant la saison, quelque original fait-il son apparition de loin en loin, un Anglais ou encore un Asiatique ou un Turc quelconque comme cet été. Et le voilà qui perd ou qui gagne beaucoup d'argent. Les autres joueurs ne risquent que de modestes thalers et en moyenne, il n'y a que de très petites sommes sur le tapis vert. Lorsque j'entrais au casino, c'était la première fois de ma vie, je ne me décidais pas tout de suite à miser. En outre, la foule me pressait. D'ailleurs, même seul, j'aurais été, je pense, tenté de partir plutôt que de jouer. Je l'avoue, mon cœur battait à tout rompre, je manquais de sang-froid. Je savais que je ne quitterais pas Rouletambourg comme ça, sans rien faire, et j'en avais pris la décision depuis longtemps. Quelque chose de radical, de définitif devait se produire dans ma destinée. C'était fatal, il devait en être ainsi. Si ridicule que puisse paraître cette grande espérance que je mettais en la roulette, le lieu commun, selon lequel il est stupide d'attendre quelque chose du jeu, l'est encore plus à mon sens. En quoi le jeu serait-il pire que tel autre moyen de gagner de l'argent, que le commerce par exemple? Il est vrai que, sur 100 joueurs, un seul gagne, mais que m'importe. En tout cas, j'avais résolu d'observer d'abord et de ne rien entreprendre de sérieux ce soir-là. Et si quelque chose devait arriver, ce serait par hasard, sans prêter à conséquence, je l'avais décidé ainsi. De plus, il me fallait apprendre les règles du jeu, car malgré les innombrables descriptions de la roulette que j'avais toujours lues avec un intérêt passionné, je ne comprenais encore rien à son mécanisme jusqu'au moment où je le vis de mes propres yeux. D'abord, tout me parut très sale, malsain et sale moralement pour ainsi dire. Et je ne parle pas de ces visages anxieux et avides qui par dizaines, par centaines, assiègent les tables de jeu. Je ne tiens absolument pas pour malsain l'envie de gagner vite, de gagner gros. J'ai toujours trouvé très bête la pensée du moraliste bien nourri et bien renté qui, à l'argument qu'on jouait petit jeu, avait répondu « C'est pire, car c'est de la petite cupidité ». En effet, la petite et la grosse cupidité, ce n'est pas la même chose. Tout cela est relatif, mesquin pour un Rothschild, mais fort riche pour moi. En matière de lucre et de gain, ce n'est pas seulement à la roulette que les gens s'évertuent à gagner, à extorquer quelque chose aux autres. C'est partout, et on ne fait que cela. Quant à savoir si le lucre et le bénéfice en général sont vils, c'est une autre question. Je ne vais pas la trancher ici. Comme j'étais moi-même en proie au désir de gagner, toute cette cupidité, toute cette boue d'avidité, si vous voulez, m'était plus proche, plus familière quand j'entrais dans la salle. Qu'y a-t-il de plus agréable que de ne pas se gêner, d'agir ouvertement à la bonne franquette? D'ailleurs, à quoi cela sert-il de se leurrer consciemment? C'est perdre son temps et sans aucune compensation. Le plus laid dans cette racaille collée au tapis vert, c'était le sérieux, le respect, voire la déférence avec laquelle elle grouillait autour des tables. D'où le départ rigoureux entre le jeu, mauvais genre, et celui que peut se permettre un homme comme il faut. Il y a deux sortes de jeux, celui du gentleman et celui du tout-venant, plèbe, cupide. Ici la démarcation est nette et au fond combien vile. Un gentleman par exemple peut miser 5 ou 10 louis d'or, rarement davantage. Il ira jusqu'à 1000 francs s'il est très riche. Il ne le fait que par amour du jeu, pour s'amuser, essentiellement pour voir comment l'on gagne ou comment l'on perd. Il ne doit pas être intéressé par le gain en soi. S'il gagne, il rira, par exemple, ou il fera une remarque à un voisin. Il jouera encore, il doublera sa mise, mais uniquement par curiosité pour observer la chance, la supputer. Mais il ne sera pas mu par le désir vulgaire de gagner. Bref, un gentleman ne doit voir dans le jeu, roulette ou 30 et 40, qu'un divertissement organisé pour son plaisir. Il ne doit même pas soupçonner la soif du gain et les pièges sur lesquels la banque est fondée. Il serait même assez élégant de sa part de faire comme si tous les autres joueurs, ce vulgum pecus qui tremble pour un florin, étaient comme lui, de riches gentlemen qui ne jouent que pour se distraire. Cette ignorance complète de la réalité, cette candeur devant les êtres serait, naturellement, des plus aristocratiques. J'ai vu bien des mamans pousser vers le tapis des demoiselles innocentes et gracieuses, de 15 ou 16 ans, leurs filles, et leur remettre quelques pièces d'or pour leur apprendre à jouer. La jeune personne gagnait ou perdait et se retirait enchantée. Notre général s'était approché de la table avec importance et sérieux. Un laquais se précipita pour lui approcher une chaise, mais il n'y fit pas attention. Avec lenteur, il sortit son porte-monnaie, il en retira avec la même lenteur 300 francs or. Il les plaça sur le noir et gagna. Il ne ramassa pas son argent, il le laissa sur la table. Noir sortit de nouveau, il laissa. Ce fut Rouge qui sortit.
Il perdit d'un coup 1200 francs. Il s'éloigna, le sourire aux lèvres. Il avait tenu le coup. Je suis persuadé qu'il avait la mort dans l'âme. Si sa mise avait été 2 ou 3 fois plus forte, il aurait bronché. D'ailleurs, je vis un Français gagner, puis perdre une trentaine de 1000 francs sans sourciller. Le vrai gentleman ne doit pas s'émouvoir, même en perdant toute sa fortune. Il doit être tellement au-dessus de l'argent qu'il n'a pour ainsi dire pas à s'en préoccuper. Certes, ce serait d'un aristocratique fou de ne même pas remarquer le caractère immonde de toute cette ambiance. Pourtant, l'attitude inverse n'est parfois pas moins distinguée. Elle consiste à remarquer, c'est-à-dire à observer, voire à lorgner la canaille. Il s'agit toutefois de considérer tout ce côté sordide comme une sorte de divertissement, comme un spectacle destiné à amuser les gentlemen. On peut se frotter à la foule, mais à condition d'être absolument convaincu que l'on est observateur et que l'on n'appartient nullement à ce milieu. D'ailleurs, il ne convient pas non plus d'observer de trop près. Cela ne serait pas moins indigne d'un gentleman, parce que de toute façon le spectacle n'a pas beaucoup d'intérêt. En général, il n'y a guère de spectacle qui soit digne de l'attention soutenue d'un gentleman. Néanmoins, il me semblait à moi que tout cela méritait bien l'attention, surtout pour celui qui n'était pas venu seulement pour observer, mais qui se considérait en son âme et conscience comme faisant partie de toute cette racaille. Quant à mes convictions morales les plus intimes, elles ne pourraient naturellement trouver place ici. Tant pis, je le dis par acquis de conscience. Mais je tiens à faire remarquer ceci. Ces derniers temps, j'éprouvais la plus vive répugnance à chercher un critère moral quelconque pour mes pensées, pour mes actes. Autre chose m'inspirait. La canaille joue en effet d'une façon sordide. Je suis même porté à croire qu'on vole tout simplement et beaucoup au jeu. Les croupiers, assis au bout des tables, qui surveillent les mises et règlent les comptes, ont fort à faire. Encore de belles fripouilles, la plupart sont français. D'ailleurs, si j'observe et je note tout ce que je vois ici, ce n'est pas pour décrire la roulette. Je me mets au fait pour savoir comment me comporter plus tard. J'ai remarqué notamment que rien n'est plus courant que de voir une main se tendre et ramasser ce que vous avez gagné. Une altercation commence souvent, on se met à crier. Et allez donc prouver que la mise était la vôtre et trouver des témoins. Au début, c'était pour moi de l'abracadabra. Je devinais confusément que l'on misait sur des numéros, sur pair, impair et sur les couleurs. Je décidai de risquer ce soir-là 100 florins de l'argent de Pauline Alexandrovna. L'idée que ce n'était pas pour moi que je me mettais à jouer me désorientait. C'était une sensation très désagréable. Je voulus m'en débarrasser au plus tôt. Il me semblait sans cesse qu'en commençant à jouer pour Pauline, je compromettais ma chance. N'est-il donc pas possible de toucher à une table de jeu sans tomber dans la superstition ? Je commençai par prendre 5 Frédéric, c'est-à-dire 50 florins, et je les plaçai sur pair. La roue tourna, le 13 sortit, j'avais perdu. Avec une sorte de sentiment fébrile, rien que pour en finir et m'en aller, je mis de nouveau 5 Frédéric sur le rouge. Il sortit. Je laissai les 10 Frédéric, le rouge sortit encore. Je remis le tout, rouge de nouveau. Je reçus 40 Frédéric. J'en plaçai 20 sur la douzaine du milieu, sans savoir. On me donna 3 fois ma mise. Ainsi les 10 Frédéric du début étaient tout à coup devenus 80. J'éprouvais une sensation étrange, insupportable. Je décidai de partir. Il me semblait que je n'aurais pas du tout joué comme cela si ça avait été pour moi-même. Je n'en plaçais pas moins toute la somme sur pair. On me versa encore 80 Frédéric. Je m'emparai de la pile de 160 Frédéric et je m'en allai retrouver Pauline Alexandrovna. Toute la compagnie était encore dans le parc, je ne pus voir Pauline qu'au dîner. Cette fois, le Français était absent et le général se sentait à l'aise. Il jugea bon, entre autres, de me signifier à nouveau qu'il ne désirait pas me voir à la roulette. À l'entendre, il serait fort compromis si je perdais trop gros. Et même si vous gagnez beaucoup, je ne serais pas moins compromis, ajouta-t-il d'un air entendu. Sans doute, je n'ai pas le droit de disposer de vos faits et gestes, mais convenez-en vous-même. Et à son habitude, il laissa sa phrase en suspens. Je lui répondis sèchement que j'avais fort peu d'argent et que je ne pouvais donc pas me faire remarquer par mes pertes, même si je me mettais à jouer. Avant de monter dans ma chambre, je pus remettre à Pauline son gain et lui déclarer que, dorénavant, je ne jouerais plus pour elle. « Mais pourquoi cela » demanda-t-elle anxieusement. « Parce que je veux jouer pour moi-même, et cela me gêne, dis-je en observant avec étonnement son expression. »« Ainsi, vous persistez à croire que la roulette est votre seule planche de salut » s'enquit-elle d'un ton railleur. Je lui répondis très sérieusement qu'il en était ainsi. Quant à ma certitude de gagner, je convins qu'elle pouvait paraître ridicule, mais qu'on me laisse tranquille.
Pauline Alexandrovna insista pour partager avec moi le gain de cette journée et voulut me remettre 80 Frédéric, en me proposant de continuer à jouer à cette condition. Je refusai catégoriquement et déclarai que si je ne pouvais pas jouer pour les autres, c'était non par mauvaise volonté, mais parce que j'étais sûr de perdre. Et pourtant, si ridicule que cela puisse paraître, mon seul espoir, ou presque, est la roulette, dit-elle, pensive. Aussi faut-il absolument que vous continuiez à jouer, moitié-moitié avec moi, et vous le ferez, bien sûr. Sur ce, elle me quitta sans écouter mes objections. Chapitre 3. Hier, pourtant, elle n'a pas parlé roulette de toute la journée. Du reste, elle a évité de m'adresser la parole. Son attitude envers moi n'a pas changé. Quand nous nous rencontrons, c'est toujours la même indifférence, voire un certain mépris ou de la haine. D'une façon générale, elle ne cherche pas à cacher le dégoût que je lui inspire, je le vois bien. Malgré cela, elle ne me cache pas non plus qu'elle a besoin de moi pour quelque chose, et qu'elle me ménage à cette fin. Des relations assez bizarres se sont établies entre nous. Elle me reste assez obscure étant donné son orgueil et son arrogance envers tout le monde. Par exemple, elle sait fort bien que je l'aime à la folie. Elle me permet de lui parler de ma passion. Certes, rien n'exprime mieux son mépris que de me laisser ainsi l'entretenir sans réserve de mon amour. Je me moque tellement de vos sentiments, voyez-vous, quoi que vous me disiez, quoi que vous éprouviez à mon égard, cela m'est complètement égal. Déjà auparavant, elle me parlait beaucoup de ses affaires privées, mais jamais avec une entière franchise. En outre, il entrait dans son dédain pour moi des raffinements de ce genre. Elle sait par exemple que je suis au courant de telles circonstances de sa vie ou de l'anxiété qui la ronge. Elle me racontera elle-même un aspect de tout cela, si elle peut m'utiliser d'une façon ou d'une autre, comme un esclave, pour faire des commissions. Mais elle ne dira pas un mot de plus qu'il n'en faut savoir à un homme que l'on envoie faire ses courses. Si je ne connais pas encore la suite des événements, si elle constate elle-même que je suis troublé par ce qui la trouble, tourmenté par ses propres tourments, jamais elle ne me fera l'aumône de m'apaiser par une franchise amicale, alors que j'estime qu'elle me devait cette franchise, puisqu'elle m'employait souvent à des missions non seulement délicates, mais dangereuses. Mais allait-elle s'inquiéter de mes sentiments, de mes angoisses à moi, peut-être 10 fois plus intenses que ses propres soucis et revers qui en étaient la cause ? Je connaissais depuis 3 semaines son intention de jouer à la roulette. Elle m'avait même prévenu que je devrais jouer à sa place. Le faire elle-même aurait été inconvenant. J'avais remarqué à son ton qu'il s'agissait d'une préoccupation grave et non pas simplement de l'appât du gain. L'argent en soi lui importait peu. Il y a là-dessous un but caché, des faits que je puis deviner mais que je ne connais pas encore. Bien entendu, l'humiliation et l'esclavage dans lequel elle me tient pourraient me permettre, et me permettent souvent, de l'interroger brutalement. Puisqu'elle me tient pour son cerf, puisque je ne suis rien à ses yeux, qu'elle n'aille pas se vexer de ma curiosité grossière. Seulement voilà, elle me permet de lui poser des questions, elle n'y répond pas. Parfois elle ne les remarque même pas. C'est comme cela entre nous. Hier on a beaucoup parlé du télégramme envoyé à Pétersbourg 4 jours auparavant et demeuré sans réponse. Visiblement le général s'inquiète, il est distrait. Il s'agit évidemment de la grand-mère. Le français aussi s'agite. Hier, par exemple, ils ont eu une conversation longue et sérieuse après déjeuner. Le français affecte avec nous tous un ton extraordinairement hautain et dédaigneux. Comme dit le proverbe, « Asseyez le cochon, il vous mettra les 4 pieds sur la table ». Même avec Pauline, il est sans gêne, à en être mal élevé. Il ne s'en promène pas moins volontiers avec eux au casino. Il fait partie des cavalcades et excursions. Je connais depuis longtemps quelques-unes des circonstances qui ont uni le français au général. En Russie, il projetait de monter une usine. J'ignore si le projet est à l'eau ou s'ils en parlent encore. En outre, j'ai appris, par hasard, une partie d'un secret de famille. Le français a effectivement tiré d'embarras le général l'année dernière, en lui avançant 30 000 roubles pour compléter les deniers de la caisse que le général devait rendre quand il avait laissé son poste. Naturellement, il est entre ses griffes. Mais en ce moment-ci, c'est tout de même mademoiselle Blanche qui tient le rôle principal. Je suis sûr et certain que là encore je ne me trompe pas. Qui est mademoiselle Blanche ? On dit ici que c'est une Française distinguée, avec mère et fortune colossale. On sait aussi qu'elle est une parente de notre marquis, mais très éloignée, une cousine à la mode de Bretagne. Il paraît qu'avant mon voyage à Paris, les rapports entre le Français et mademoiselle Blanche étaient beaucoup plus cérémonieux, plus réservés, plus délicats. À présent, leur parenté et leur amitié paraissent moins raffinées, plus intimes.
Nos affaires leur semblent peut-être si désastreuses qu'ils estiment inutile de faire des façons et de dissimuler. J'ai remarqué avant-hier que M. Astley dévisageait Mademoiselle Blanche et sa mère. J'ai l'impression qu'il les connaît, et même que notre Français l'a déjà rencontré. D'ailleurs, M. Astley est tellement timide, pudique, muet, qu'on peut presque avoir confiance. Il n'étalera pas le linge sale. En tout cas, le Français le salue à peine et ne fait pour ainsi dire pas attention à lui. Il ne le craint donc pas. Cela se comprend encore, mais pourquoi Mademoiselle Blanche l'ignore-t-elle aussi presque totalement? D'autant plus qu'hier, le marquis a laissé percer le bout de l'oreille. Il a dit au milieu d'une conversation, je ne me rappelle plus à quel propos, que M. Astley était immensément riche, il le savait. Voilà une belle occasion pour Mademoiselle Blanche de tourner ses regards vers M. Astley. Au demeurant, le général est dans l'agitation. On comprend ce que signifie pour lui à l'heure actuelle le télégramme qui annoncerait la mort de sa tante. Il me paraît certain que Pauline évite de me parler, comme si elle avait un but, mais j'adopte moi-même une attitude froide et indifférente. Je ne cesse de croire qu'elle viendra vers moi d'un moment à l'autre. Hier et aujourd'hui, par contre, je concentrai mon attention surtout sur Mademoiselle Blanche. Le pauvre général, le voilà définitivement perdu. S'amouracher à 55 ans et avec une telle passion, c'est évidemment fâcheux. Ajoutez-y son veuvage, ses enfants, sa propriété complètement délabrée, ses dettes. Enfin, cette femme dont il fallait qu'il tombe amoureux. Mademoiselle Blanche est belle, mais me comprendra-t-on si j'affirme que son visage est un de ceux dont on peut avoir peur? Pour ma part, j'ai toujours craint ce genre de femme. Elle doit avoir dans les 25 ans. Elle est grande, les épaules larges et tombantes, le cou et la gorge splendides. Elle a le teint mat, le cheveu d'un noir d'ébène, très abondant. Il y en aurait pour deux coiffures. L'œil est noir, la corne est jaunâtre, le regard toujours effronté. Les dents sont éclatantes, les lèvres toujours pommadées, elle sent le musc. Elle s'habille somptueusement, avec chic et beaucoup de goût. Les bras et les jambes sont admirables. Sa voix est un contralto rauque. Parfois elle éclate de rire en montrant toutes ses dents, mais le plus souvent elle se tait et prend un air impertinent. Il en est toujours ainsi en présence de Pauline ou de Marie Philippovna. Un curieux bruit. Marie Philippovna retournerait en Russie. Il me semble que Mademoiselle Blanche n'a aucune éducation, peut-être manque-t-elle même d'intelligence. Par contre, elle est soupçonneuse et rusée. Je suppose que les aventures n'ont pas manqué dans sa vie. Au fond, il est fort possible que le marquis ne soit nullement son cousin, ni maman sa mère. On disait pourtant à Berlin, où nous nous sommes rencontrés, qu'elle et sa mère avaient dans leur entourage quelques personnes fort distinguées. Quant au marquis, bien que je me demande encore s'il a droit à ce titre, le fait qu'il appartienne à la bonne société ne semble pas faire l'ombre d'un doute, à Moscou par exemple, et en Allemagne. Qu'est-il exactement en France? Je ne sais. On dit qu'il possède un château. Je pensais que pendant ces 15 jours, beaucoup d'eau coulerait sous les ponts. Or je ne sais toujours pas si quelque chose de décisif a été prononcé entre Mademoiselle Blanche et le général. Autrement dit, le général pourra-t-il leur montrer beaucoup d'argent? Si nous apprenions par exemple que la grand-mère n'était pas morte, je suis persuadé que Mademoiselle Blanche disparaîtrait sans tarder. Je m'étonne, et j'en ris moi-même, de constater à quel point je suis devenu cancanier. Oh, comme tout cela me dégoûte! Avec quelle joie les aurais-je tous quittés et aurais-je tout jeté par-dessus bord. Mais est-ce que je peux m'éloigner de Pauline et ne pas espionner autour d'elle? Espionner est certes bas, mais que m'importe. Hier et aujourd'hui, M. Astley a aussi excité ma curiosité. Oui, je suis persuadé qu'il est amoureux de Pauline. Il est intéressant et comique d'observer tout ce que peuvent exprimer les yeux d'un être pudique et maladivement chaste lorsqu'il est touché par l'amour, et juste au moment où il rentrerait sous terre plutôt que de laisser d'un regard ou d'un mot percer l'aveu. Nous rencontrons très souvent M. Astley au cours de nos promenades. Il se découvre et passe, mourant d'envie, bien entendu, de se joindre à nous. Et quand on l'invite, il s'empresse de refuser. Au lieu de repos, au casino, au concert ou près du jet d'eau, il ne manque jamais de s'arrêter non loin de notre banc. Où que nous nous trouvions, dans le parc, dans la forêt ou sur le Schlangenberg, il suffit de jeter un coup d'œil alentour. Quelque part, sur le sentier voisin ou derrière un buisson, on aperçoit tout ou partie de M. Astley. Je crois qu'il cherche à me voir en particulier. Nous nous sommes croisés ce matin et nous avons échangé quelques mots. Sa parole est parfois fort saccadée. Avant même de dire bonjour, il déclara
Ah, mademoiselle Blanche, j'ai rencontré pas mal de femmes comme elle. Il se tut et me regarda d'un air significatif. J'ignore ce qu'il entendait par là, car lorsque je lui demandai ce que cela voulait dire, il hocha la tête avec un sourire malicieux et ajouta : « C'est comme ça. » À propos, mademoiselle Pauline aime-t-elle beaucoup les fleurs ? Je n'en sais vraiment rien, lui répondis-je. Comment, vous ignorez même cela ? S'écria-t-il stupéfait. Je n'y ai jamais fait attention, dis-je en riant. Cela me donne une idée. Il hocha la tête et s'éloigna, l'air satisfait d'ailleurs. Nos conversations se déroulent en un français détestable. Chapitre 4. La journée fut ridicule, affreuse, incohérente. Il est 11 heures du soir. Je rassemble mes souvenirs dans ma petite chambre. Dès le matin, bon gré, mal gré, je fus dans l'obligation d'aller jouer à la roulette pour Pauline Alexandrovna. Je pris ses 160 Frédéric, mais à 2 conditions. La première, que je refusais de jouer moitié-moitié avec elle. Autrement dit, si je gagnais, je ne prendrais rien pour moi. La deuxième, que Pauline devrait me dire dès ce soir la raison pour laquelle elle avait tellement besoin d'argent et de combien. Je me refuse à croire que c'est uniquement pour avoir de l'argent. Mais il est évident qu'il lui en faut, et au plus vite, et ce pour une raison déterminée. Elle me promit une explication et je partis. On s'écrasait dans les salles de jeu. Ils sont tous si imprudents, si avides. Je me faufilai vers la table centrale et me plaçai à côté du croupier. Je me mis à tâter la roulette, timidement, en ne risquant que 2 ou 3 pièces à la fois. Entre-temps, j'observais et notais. À mon sens, les calculs ne signifient pas grand-chose et n'ont guère l'importance que leur attribue un grand nombre de joueurs. Ils sont là, avec des bouts de papier barbouillés de chiffres. Ils notent chaque coup, comptent, supputent les chances, évaluent. Enfin, ils misent, et ils perdent exactement comme nous, simples mortels, qui jouons au petit bonheur. Par contre, j'ai fait une observation qui me paraît juste. Dans la succession des chances fortuites, il existe, sinon un système, du moins un certain ordre, et c'est très étrange. Il arrive, par exemple, qu'à la douzaine du milieu succède la dernière. Admettons que la dernière douzaine sorte 2 fois et cède son tour à la première. La première douzaine étant sortie, c'est au tour de celle du milieu. Elle sort 3 ou 4 fois de suite. Puis c'est la dernière douzaine, 2 fois. Ensuite la première, et de nouveau celle du milieu, 3 fois de suite. Il en est ainsi pendant 1h30 ou 2 heures. 1, 3, 2, 1, 3, 2. C'est vraiment curieux. Tel jour, il arrive par exemple que rouge alterne avec noir, à chaque instant, sans régularité, de telle sorte que rouge ou noir ne sortent pas plus de 2, 3 fois de suite. Mais le lendemain matin ou le soir même, rouge sort sans discontinuer, jusqu'à 22 fois de suite. Et ainsi pendant un certain temps, voire toute une journée. À ce sujet, je reçus bon nombre d'éclaircissements de M. Astley, qui est resté une matinée entière près des tables, mais sans jouer. Quant à moi, je perdis tout très rapidement. J'avais d'emblée misé 20 Frédéric sur pair, je gagnais. Je les remis et gagnai encore. Il en fut ainsi 2 ou 3 fois. Je crois qu'en 5 minutes, j'eus environ 400 Frédéric. J'aurais dû m'en tenir là. Mais une sensation bizarre m'envahit. Je jetai un défi au sort. J'eus envie de lui donner une chiquenaude, de lui tirer la langue. Je misai le maximum autorisé, 4000 florins, et je perdis. Dans mon exaltation, je sortis tout ce qui me restait et misai sur la même combinaison. Je perdis de nouveau. Je m'éloignai de la table, abasourdi. Je ne comprenais même pas ce qui s'était passé en moi. Je n'avouai ma perte à Pauline que juste avant le déjeuner, après avoir erré dans le parc. Au déjeuner, je fus de nouveau dans mon état d'excitation de l'avant-veille. Le Français et mademoiselle Blanche étaient aussi des nôtres. J'appris que cette dernière s'était rendue ce matin au casino et qu'elle avait été témoin de mes prouesses. Cette fois-ci, me sembla-t-il, elle me parla avec plus d'attention. Le Français n'y alla pas par 4 chemins. Il me demanda tout bonnement si j'avais perdu mon propre argent. Je crois qu'il soupçonne Pauline. Bref, c'est louche. Je mentis aussitôt et affirmai que c'était le mien. Le général était stupéfait. D'où avais-je tant d'argent ? Je lui expliquai que j'avais commencé avec 10 Frédéric et qu'en doublant ma mise, j'étais parvenu à gagner 5 à 6 000 florins en 6 ou 7 coups et qu'ensuite j'avais perdu le tout en 2 fois. Évidemment, c'était plausible. En donnant ces explications, je jetai un coup d'œil à Pauline, mais son expression était impénétrable. Elle me laissa pourtant donner le change, sans me reprendre. J'en conclus que j'avais eu raison de mentir et que je ne devais pas révéler que j'avais joué pour son compte. En tout cas, me disais-je, elle me devait une explication, elle me l'avait promise ce matin même.
Je croyais que le général me ferait des observations, mais il se tut. Je remarquai néanmoins qu'il avait l'air troublé. En raison de la situation tragique dans laquelle il se trouvait, peut-être lui était-il pénible de s'imaginer qu'une telle quantité d'or avait été gagnée, puis perdue en un quart d'heure, par un imbécile comme moi, pour rien. Il est possible qu'il ait eu hier soir un accrochage sérieux avec le Français. Il s'était enfermé pour discuter longuement avec animation. Le Français était parti, la mine contrariée. Tôt ce matin, il était revenu chez les générales, sûrement pour continuer la conversation de la veille. Après avoir écouté le récit de ma débâcle, il me fit observer d'un ton mordant et même méchant que j'aurais dû être plus raisonnable. Et il ajouta, je ne sais pourquoi, que bien qu'il y eût beaucoup de Russes parmi les joueurs, il ne paraissait même pas capable de jouer. Et moi, répliquai-je, j'estime que la roulette a été inventée spécialement pour les Russes. En le voyant sourire dédaigneusement, je lui fis remarquer que j'avais indéniablement raison, car en parlant des Russes en tant que joueur, j'étais beaucoup plus enclin à les critiquer qu'à les louer, et donc on devait croire le bien fondé de mes paroles. « Et sur quoi repose votre opinion » demanda le Français. « Sur le fait que la faculté d'acquérir des capitaux constitue historiquement le point essentiel, à peu de choses près, du catéchisme des vertus et des qualités de la civilisation occidentale. Tandis que le Russe est non seulement incapable d'accumuler un capital, mais encore il le gaspille pour rien, que c'en est indécent. Cependant, nous autres Russes, nous avons aussi besoin d'argent, ajoutai-je, et par conséquent, nous sommes ravis d'avoir recours à des moyens tels que la roulette qui permet de devenir riche tout à coup, en 2 heures, sans aucun effort. Cela nous séduit beaucoup, et comme nous jouons comme ça, sans labeur, nous perdons. Vous n'avez pas tout à fait tort, remarqua le Français avec suffisance. Non, c'est injuste, et vous devriez avoir honte de parler ainsi de votre pays, intervint le général d'un air sévère et imposant. Permettez, rétorquai-je, on ne sait vraiment pas, tout compte fait, ce qui est plus dégoûtant de la conduite scandaleuse des Russes ou du procédé allemand d'enrichissement besogneux. Quelle idée insensée, s'exclama le général. Quelle idée russe, s'exclama le Français. Je riais, j'avais une folle envie de les aiguillonner. Personnellement, m'écriai-je, j'aimerais mieux passer toute ma vie comme un nomade sous une tente kirghize plutôt que d'adorer l'idole allemande. Quelle idole s'écria le général qui commençait à se fâcher sérieusement. La manière allemande d'amasser des biens. Il n'y a pas longtemps que je suis ici et pourtant, ce qu'il m'a déjà été donné d'observer, de vérifier, révolte ma nature tartare. Que diable, de belles vertus, je n'en veux pas. Hier, j'ai déjà parcouru une dizaine de verstes dans les environs. Eh bien, c'est absolument comme dans les petits livres allemands, moraux et illustrés. Partout chez eux, on voit le Vater, ce bon papa effroyablement vertueux et d'une honnêteté inouïe. Il est tellement vertueux qu'on a peur de l'approcher. Je déteste les honnêtes gens qu'on craint d'aborder. Chacun de ces bons Vater a une famille, et le soir, on lit à haute voix des ouvrages édifiants. Autour de la maison murmurent ormes et châtaigniers. Le soleil se couche, il y a sur le toit une cigogne, tout est poétique et touchant à l'extrême. Ne vous fâchez pas, mon général, laissez-moi vous raconter ces choses émouvantes. Je me rappelle moi-même, feu mon père, qui nous lisait aussi, à ma mère et à moi, des livres de ce genre sous les tilleuls du jardin le soir venu. Je puis être bon juge en la matière. Eh bien, toutes ces braves familles d'ici sont complètement soumises et asservies au Vater. Tous, ils travaillent comme des bœufs et épargnent l'argent comme des juifs. Admettons que le Vater a déjà amassé tant de florins et il compte sur son fils aîné pour lui transmettre son métier ou son lopin de terre. À cette fin, on ne dote pas la fille, qui restera vieille fille. Toujours pour la même raison, on vend le cadet en servitude ou à l'armée, et cet argent va alimenter la caisse patriarcale. Cela se fait, je vous assure, je me suis renseigné. Et tout cela par honnêteté uniquement, une honnêteté forcenée, à tel point que le cadet est persuadé que c'est au nom seul de cette honnêteté qu'il a été vendu. Et ça, c'est déjà un idéal quand la victime elle-même se réjouit qu'on s'en aille l'immoler. Et après, c'est que l'aîné ne s'en trouve pas mieux. Il y a dans sa vie une Gretchen, l'élu de son cœur, mais pas question de l'épouser, parce que l'on n'a pas encore accumulé tant de florins. L'on continue donc à attendre vertueusement, avec conviction, et l'on va au sacrifice avec le sourire. Les joues de la Gretchen se creusent, elles se dessèchent. Enfin, au bout d'une 20aine d'années, le magot a grossi. Les florins ont été amassés avec honnêteté et vertu. Le Vater bénit son aîné qui a 40 ans et la Gretchen qui en a 35 et dont la poitrine est plate et le nez rouge. À cette occasion, ils fond en larmes, prononce un serment et trépasse. L'aîné devient lui-même un Vater vertueux et la même histoire recommence.
Quelques 50 ou 70 ans plus tard, le petit-fils du premier Vater se trouve déjà à la tête d'un capital considérable. Il le lègue à son fils, celui-ci en fait autant, etc., et ainsi de suite. Au bout de 5 ou 6 générations, cela donne le baron de Rothschild, ou Hope et compagnie, ou Dieu sait qui. Alors, n'est-ce pas un spectacle grandiose? Un labeur héréditaire d'un siècle ou deux, de la patience, de la persévérance, de l'ingéniosité, de l'honnêteté, du caractère, de la ténacité, du calcul ou une cigogne sur le toit. Que vous faut-il encore? C'est une apothéose, et de ce sommet ils se mettent eux-mêmes à juger l'univers. Et les coupables, c'est-à-dire ceux qui ne leur ressemblent pas tout à fait, ils les exécutent sur le champ. Alors voilà, j'aime quand même mieux faire la foire à la russe ou me débaucher à la roulette. Je ne veux pas, moi, être Hope et compagnie au bout de 5 générations. J'ai besoin d'argent pour moi-même, et je ne considère nullement ma personne comme quelque chose d'utile et d'accessoire au capital. Je sais bien que je vous casse terriblement les oreilles, mais tant pis. Telles sont mes convictions. J'ignore s'il y a du vrai dans vos paroles, dit le général, songeur. Mais je sais pour sûr que dès qu'on vous lâche un peu la bride, vous commencez à exagérer d'une façon insupportable. Suivant son habitude, il laissa sa phrase en suspens. Quand notre général abordait un sujet un tant soit peu plus sérieux qu'une conversation ordinaire, il ne terminait jamais ses phrases. Le Français, d'une oreille distraite, écoutait, les yeux légèrement écarquillés. Il n'avait presque rien compris de ce que j'avais dit. Pauline avait un air d'indifférence hautaine. Il semblait qu'elle n'avait entendu ni mes paroles, ni aucun des propos qu'on avait tenus à table. Chapitre 5. Pauline était étrangement pensive, mais dès que nous fûmes sortis de table, elle m'enjoignit de la suivre à la promenade. Nous emmenâmes les enfants et nous nous dirigeâmes vers le jet d'eau du parc. Comme j'étais surexcité, je lâchai à brûle-pourpoint une question stupide. Pourquoi notre marquis des Grieux, le Franzouzik, non seulement ne vous accompagne-t-il pas quand vous sortez, mais encore, des jours entiers, ne vous adresse-t-il pas la parole? Parce que c'est un vil personnage, fut la curieuse réponse. Jamais je ne l'avais entendu parler ainsi de des Grieux, et craignant de comprendre la raison de son irritation, je changeai de sujet. Avez-vous remarqué que le général et lui ne s'entendaient guère aujourd'hui? Vous voulez savoir ce qu'il en est, répondit-elle sur un ton sec et agacé. Vous savez bien que le général est entièrement entre ses mains. Tout le domaine est à lui. Si grand-maman ne meurt pas, le Français entrera immédiatement en possession de tout ce que couvre son hypothèque. Alors, c'est donc vrai que tout a été hypothéqué? Je l'ai entendu dire, mais je ne savais pas que c'était le domaine dans sa totalité. Bien sûr. Alors, adieu mademoiselle Blanche, elle ne sera pas madame la générale. Eh bien, je crois que le général en est tellement amoureux qu'il se tirera une balle dans la tête si elle le quitte. À son âge, une telle passion est dangereuse. Je crois aussi qu'il va lui arriver quelque chose, dit-elle songeuse. C'est admirable, m'écriai-je. On ne saurait mieux prouver qu'elle ne consentait au mariage que pour l'argent. On n'a même pas observé les convenances, on n'a fait aucune cérémonie, c'est inouï. Quant à la grand-mère, quoi de plus comique et de plus ignoble que d'envoyer télégramme sur télégramme pour demander « Est-elle morte? Est-elle morte ?» Hein? Qu'est-ce que vous en dites, Pauline Alexandrovna? Ne soyez pas ridicule, m'interrompit-elle avec dégoût. Ce qui m'étonne, moi, c'est que vous soyez de si belle humeur. Qu'est-ce qui vous réjouit tant? Serait-ce d'avoir perdu mon argent? Pourquoi me l'avez-vous donné à perdre? Ne vous ai-je pas prévenu que je ne pouvais pas jouer pour d'autres, encore bien moins pour vous? Je vous obéirai, quel que soit votre ordre, mais le résultat ne dépend pas de moi. Je vous l'ai dit, cela ne donnera rien. Dites-moi, êtes-vous consterné d'avoir perdu tant d'argent? Pourquoi avez-vous besoin d'une telle somme? À quoi bon ces questions? Mais vous m'aviez promis vous-même de m'expliquer. Écoutez, je suis tout à fait persuadé que lorsque je me mettrai à jouer pour mon compte, et j'ai 12 Frédérics, je gagnerai. Alors vous prendrez ce qu'il vous faut. Elle me lança un regard dédaigneux. Ne vous fâchez pas de ce que je vous propose, continuai-je. Je suis tellement pénétré du sentiment de n'être rien devant vous, c'est-à-dire à vos yeux, que de moi vous pouvez accepter même de l'argent. Venant de moi, un cadeau ne peut vous offenser. D'autant plus que j'ai perdu votre argent. Elle me lança un coup d'œil et, constatant de l'agacement et du sarcasme dans mes paroles, elle m'interrompit. Il n'y a rien d'intéressant pour vous dans mes affaires. Si vous voulez le savoir, j'ai simplement des dettes. J'ai emprunté de l'argent et je tiens à le rendre. J'avais l'idée baroque et folle de gagner ici, au jeu, à coup sûr. Je ne comprends pas comment cette idée est entrée dans ma tête, mais j'y croyais fermement. Qui sait, j'y croyais peut-être parce que je n'avais plus le choix. Ou parce qu'il vous était plus que nécessaire de gagner.
C'est tout à fait comme celui qui se noie et qui s'accroche à un fétu. Avouez que si l'on n'était pas en train de perdre pied, on ne prendrait pas de fétu de paille pour un tronc d'arbre. Pauline parut fort étonnée. Mais voyons, votre espoir à vous n'est-il pas le même ? Ne m'avez-vous pas expliqué il y a 15 jours, avec force détail, que vous étiez absolument sûr de gagner ici à la roulette ? Vous m'avez instamment demandé de ne pas vous prendre pour un fou. Ou bien plaisantiez-vous ? Je me rappelle que vous parliez avec un tel sérieux qu'il ne pouvait s'agir d'une plaisanterie. C'est vrai, répondis-je rêveur, et je suis toujours convaincu que je gagnerai. Je vous avoue même que vous me faites réfléchir à une question. Comment se fait-il que ma perte de ce matin, idiote et honteuse, n'ait pas ébranlé cette conviction ? Je suis absolument sûr de gagner dès que je commencerai à jouer pour mon propre compte. Pourquoi en êtes-vous si sûr ? Au fond, je n'en sais rien, mais je sais que je dois gagner, c'est aussi ma seule chance de salut. Voilà peut-être pourquoi j'ai l'impression que je ne peux pas perdre. Si vous y croyez si fanatiquement, c'est donc que, pour vous aussi, il est plus que nécessaire de gagner. Je parie que vous doutez que je puisse éprouver une vraie nécessité. Cela m'est égal, répondit tranquillement Pauline. Au fond, oui, je doute que quelque chose puisse vous tourmenter sérieusement. Vous pouvez ressentir des tourments, mais pas sérieux. Vous êtes quelqu'un de désordonné, vous manquez d'équilibre. Pourquoi avez-vous besoin d'argent ? De toutes les raisons que vous avez alors invoquées, aucune ne tient debout. À propos, interrompis-je, vous m'avez dit que vous aviez une dette à acquitter. Ce doit être une somme rondelette. Est-ce aux Français que vous devez de l'argent ? En voilà des questions. Vous êtes particulièrement insolent aujourd'hui. Auriez-vous bu ? Vous savez que je me permets de vous parler ouvertement et que mes questions sont parfois très franches. Je le répète, je suis votre esclave. On n'a jamais honte devant un esclave. Et il ne saurait offenser. Tout cela est idiot. Elle m'énerve, votre théorie de l'esclave. Comprenez-moi bien, si je parle de mon esclavage, ce n'est pas que je voudrais être votre esclave. J'en parle uniquement comme d'un fait indépendant de ma volonté. Soyez franc, pourquoi avez-vous besoin d'argent ? Et pourquoi voulez-vous le savoir ? À votre aise, répondit-elle avec un fier mouvement de tête. Vous ne souffrez pas ma théorie de l'esclavage, mais vous exigez l'esclave. Répondre sans discuter. Soit, pourquoi ai-je besoin d'argent ? Comment pourquoi ? L'argent, c'est tout. Je comprends, mais ce n'est quand même pas la peine de tomber dans une telle démence. Vous aussi, vous en arrivez jusqu'à la frénésie, jusqu'au fatalisme. Il y a quelque chose là-dessous, un but caché. Parlez sans embâge, je le veux. Elle commençait à se fâcher, semblait-il, et son ardeur à me questionner me plaisait infiniment. Mais naturellement, il y a un but, dis-je, mais je ne saurais vous expliquer lequel. C'est tout simplement qu'avec de l'argent, je deviendrai pour vous aussi un autre homme, et je ne serai plus esclave. Comment cela ? Comment y arriverez-vous ? Comment ? Alors vous ne comprenez même pas que je puisse parvenir à ce que vous me considériez autrement que comme un esclave ? Eh bien, j'en ai assez de ces surprises et de ces questions. Vous aviez dit que cet esclavage était un plaisir pour vous, je le croyais aussi. Ah, vous le croyez ? M'écriai-je avec une satisfaction étrange. Qu'une telle naïveté est charmante. Eh bien oui, oui, être votre esclave est une jouissance. Oui, il y a une jouissance à être humilié au dernier degré, à n'être rien, continuai-je à délirer. Que diable, peut-être y en a-t-il une aussi dans le fouet quand il vous lacère le dos et qu'il vous déchire la chair. Mais je veux peut-être expérimenter aussi d'autres genres de jouissances. Vous étiez témoin tout à l'heure lorsque le général me faisait la morale à 700 roubles par an, et que je ne toucherai jamais peut-être. Le marquis des Grieux me dévisage, les sourcils levés, et en même temps il ne fait pas attention à moi. Et peut-être que je meurs d'envie de tirer le dégrieux par le nez en votre présence. Blanc-bec, on peut montrer sa dignité dans toutes les situations. Et quand il y a lutte, eh bien, cette lutte anoblit, elle n'abaisse pas. Vous parlez comme un livre, mais supposez que je ne sois pas capable d'affirmer ma dignité. C'est-à-dire que je crois avoir de la dignité, mais je ne sais pas me conduire avec dignité. Comprenez-vous qu'il puisse en être ainsi ? Tous les Russes sont ainsi faits, et savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils ont des dons trop riches, trop divers, pour trouver aisément une forme qui leur convienne. C'est une question de forme. La plupart du temps, nous autres Russes, nous sommes si doués que pour trouver la forme convenable, il faudrait du génie. Et le plus souvent, le génie manque, car c'est en général une chose fort rare. C'est seulement chez les Français, peut-être chez quelques autres Européens, que la forme est si bien définie qu'ils peuvent avoir l'air le plus digne du monde tout en étant parfaitement indignes. Voilà la raison pour laquelle la forme chez eux a tant d'importance. Un Français supportera sans sourciller une vraie offense, morale et profonde, mais il ne souffrira pour rien au monde qu'on lui donne une chiquenaude sur le nez. C'est une infraction à la forme traditionnelle et séculaire des convenances.
Voilà pourquoi les Français ont-ils un si grand succès auprès de nos demoiselles. Ils y mettent les formes. Au fond, je crois qu'il n'y a là aucune espèce de forme, il n'y a que le coq, le fameux coq gaulois. Du reste, je n'y comprends rien, je ne suis pas une femme. Peut-être les coqs ont-ils du bon. Après tout, je divague, et vous ne m'arrêtez pas. Arrêtez-moi plus souvent quand je vous parle, j'ai envie de vous dire tout, tout, tout. Je perds toute forme. J'avoue même que je manque non seulement de forme, mais encore de mérite, quel qu'il soit. Je vous le déclare. Je ne m'en soucie même pas. En ce moment, tout s'est arrêté en moi. Vous savez bien pourquoi. Ma tête est vide, je n'ai pas une idée humaine. Depuis longtemps, je ne sais plus ce qui se passe dans le monde, en Russie, ni même ici. J'ai traversé Dresde et je ne me rappelle plus comment est Dresde. Vous savez bien ce qui m'a dévoré. Puisque je n'ai pas d'espoir, puisqu'à vos yeux je ne suis rien, je vous le déclare franchement. Je ne vois que vous partout. Le reste m'est parfaitement égal. Je ne sais pourquoi ni comment je vous aime. Peut-être n'êtes-vous même pas belle. Figurez-vous, je ne le sais pas. Votre visage au moins, est-il beau ou pas? Votre cœur n'est sûrement pas bon, et votre esprit manque de noblesse, c'est fort possible. C'est peut-être parce que vous ne croyez pas à ma dignité que vous comptez m'acheter, dit-elle. Quand donc ai-je voulu vous acheter? Vous perdez pied, vous avez perdu le fil. Si ce n'est moi-même, c'est mon estime que vous pensez pouvoir acheter. Oh non, vous n'y êtes pas. Je vous ai déjà dit qu'il m'était difficile de m'expliquer. Vous m'écrasez. Ne vous fâchez pas de mon bavardage. Comprenez-vous pourquoi on ne peut pas se fâcher contre moi? Je suis fou, tout simplement. Et après tout, fâchez-vous si cela vous fait plaisir, ça m'est égal. Là-haut, dans ma mansarde, il me suffit de me souvenir, de m'imaginer ne serait-ce que le froissement de votre robe pour être prêt à me mordre la main. Et pourquoi vous fâchez-vous contre moi? Parce que je me considère comme votre esclave? Profitez, profitez de mon esclavage, utilisez-le. Savez-vous que je vous tuerai un jour, non par jalousie, ni parce que j'aurai cessé de vous aimer, non. Je vous tuerai comme ça, parce que j'ai parfois envie de vous dévorer. Vous riez. Je ne ris pas du tout, dit-elle furieuse, je vous ordonne de vous taire. Elle s'arrêta, la colère l'étouffait. J'ignore vraiment si elle est belle, mais j'aime la contempler lorsqu'elle se tient ainsi devant moi, et j'aime provoquer souvent sa colère. Elle s'en était peut-être aperçue et se fâchait exprès, je le lui dis. Quelle ignominie, s'écria-t-elle avec dégoût. Peu importe, poursuivis-je. Savez-vous aussi qu'il est dangereux de nous promener seuls? J'ai souvent eu la folle envie de vous battre, de vous défigurer, de vous étrangler. Vous croyez que je n'en arriverai pas là? Vous me rendrez fou. Aurais-je peur du scandale, de votre colère? Que m'importe votre colère. J'aime avec désespoir. Et je sais que plus tard, je vous aimerai 100 fois plus. Si je vous tue un jour, il faudra bien que je me tue aussi. Alors je me tuerai le plus tard possible, afin de ressentir cette souffrance atroce sans vous. Savez-vous ce qu'il y a d'incroyable? Je vous aime chaque jour davantage, alors que c'est presque impossible. Et vous voudriez que je ne sois pas fataliste après cela? Au Schlangenberg, il y a 3 jours, vous en souvenez-vous? J'ai murmuré à votre oreille, vous m'aviez provoqué. Dites un seul mot et je saute dans le vide. Si vous aviez prononcé ce mot, j'aurais sauté. Est-il possible que vous ne me croyiez pas? Quel stupide bavardage, s'écria-t-elle. Que ce bavardage soit stupide ou intelligent, cela m'est tout à fait égal. En votre présence, j'ai besoin de parler sans cesse. Alors je parle. Avec vous, je perds tout respect humain, et je m'en moque. À quoi bon vous obliger de sauter du Schlangenberg? Dit-elle d'un ton sec et particulièrement blessant. Cela me serait parfaitement inutile. C'est merveilleux, m'écriai-je. Vous avez prononcé cet admirable inutile exprès pour m'écraser. Je lis vos pensées. Inutile, dites-vous? Mais le plaisir est toujours utile, et un pouvoir despotique, illimité, ne fût-ce que sur une mouche, c'est aussi une sorte de volupté. L'homme est un despote par nature, et il aime être un bourreau. Vous aimez cela énormément. Je me souviens, elle m'examinait avec une sorte d'attention passionnée. Mon visage devait refléter toutes mes émotions incohérentes. Je me rappelle maintenant que notre conversation s'était bien déroulée comme je la relate ici, presque mot pour mot. Mes yeux étaient injectés de sang. J'avais de l'écume sèche au coin des lèvres. Et en ce qui concerne l'histoire du Schlangenberg, je le jure sur l'honneur. Si elle m'avait donné l'ordre de me précipiter dans le vide, je l'aurais fait. Si elle l'avait dit par pure plaisanterie, avec mépris, si elle avait craché sur moi, j'aurais sauté. Non, pourquoi donc? Je vous crois, proféra-t-elle, mais sur ce ton de mépris et de malice dont elle a le secret, avec tant de hauteur que j'aurais pu la tuer sur le champ. Elle courait ce risque, je n'avais pas menti non plus en le lui disant. Vous n'êtes pas un lâche? Me demanda-t-elle brusquement. Je ne sais pas, peut-être en suis-je un. Je ne sais pas,
Je n'y ai pas pensé depuis longtemps. Si je vous disais « tuez cet homme », le feriez-vous? Qui cela? Qui je voudrais? Le Français? Ne posez pas de questions, répondez, celui que je désignerai. Je veux savoir si ce que vous venez de dire est vrai. Elle attendait ma réponse avec un tel sérieux et une impatience si grande que j'en éprouvai un sentiment assez étrange. Me direz-vous enfin ce qui se passe ici, m'écriai-je. Auriez-vous peur de moi par hasard? Je vois bien le désordre qui règne ici. Vous êtes la belle-fille d'un homme ruiné et fou, passionné et pris d'une diablesse nommée Blanche. Puis il y a ce Français et sa mystérieuse influence sur vous. Et voilà que vous me posez très sérieusement une telle question. Que je sache au moins ce qui se passe, sinon je vais perdre la raison et je ferai n'importe quoi. À moins que vous n'ayez honte de condescendre à être franche avec moi. Mais pouvez-vous avoir honte d'un être comme moi? Il ne s'agit pas de cela, je vous ai posé une question et j'attends la réponse. Naturellement, je tuerai la personne que vous me désignerez. Seriez-vous capable? Pourriez-vous vraiment me donner cet ordre? J'aurais peut-être pitié de vous? Je vous donnerai cet ordre, et moi-même je resterai à l'écart. En serez-vous capable? Mais non, pas vous. Ou alors vous allez tuer sur mon ordre, et puis vous viendrez m'assassiner aussi parce que j'aurais osé vous le donner. À ces mots, je ressentis une sorte de commotion. Naturellement, même alors, je considérais sa question un peu comme une plaisanterie, comme un défi. Mais il y avait trop de sérieux dans sa voix. J'étais abasourdi qu'elle eût dit cela, qu'elle eût pris un tel droit sur ma personne, qu'elle déclarât si ouvertement « Va à ta perte, moi je reste à l'écart ». Il y avait là un tel cynisme, une telle franchise que c'en était trop. Après cela, pour qui me prenait-elle? Cela passait les bornes de l'esclavage et de la nullité. Quand on en arrive là, on élève son interlocuteur jusqu'à soi. Et si absurde, si incroyable que fût tout notre entretien, mon cœur tressaillit. Tout à coup, elle éclata de rire. Nous étions assis sur un banc, face aux enfants qui jouaient, aux voitures qui s'arrêtaient pour déposer le public dans l'allée devant le Kursaal. « Voyez-vous cette grosse dame » s'écria-t-elle. « C'est la baronne Wurmerschelm. Elle n'est arrivée que depuis 3 jours. Vous voyez son mari, ce long Prussien sec, une canne à la main. Vous rappelez-vous comme il nous a dévisagés avant-hier? Eh bien, allez immédiatement vers eux, approchez-vous de la baronne, découvrez-vous, et dites-lui quelques mots en français. » Pourquoi? Vous m'avez juré que vous vous seriez précipité du haut du Schlangenberg. Vous venez de me faire le serment d'être prêt à tuer sur mon ordre. Au lieu de ces tueries et de ces tragédies, je ne voudrais que m'amuser un peu. Allez-y sans discuter, je veux voir comment le baron va vous frapper de sa canne. Vous voulez me provoquer? Vous croyez que je ne le ferai pas? Oui, je vous provoque, allez-y, je le veux. D'accord, j'y vais, bien que ce soit une fantaisie absurde. Seulement voilà, il faudrait éviter des désagréments au général et que celui-ci ne vous en cause pas à vous-même. Honnêtement, je ne pense pas à moi, je pense à vous, et au général. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller offenser une femme? Non, vous n'êtes qu'un bavard, je le vois bien, dit-elle avec mépris. Vous aviez simplement les yeux injectés de sang tout à l'heure, peut-être parce que vous avez beaucoup bu à déjeuner. Croyez-vous que je ne comprenne pas moi-même que tout cela est stupide et vulgaire et que le général va être en colère? Mais je veux rire, je veux, un point c'est tout. Et pourquoi insulter cette femme? On vous donnera du bâton. Je lui tournai le dos, et sans un mot, je m'en allai accomplir son ordre. Certes, c'était idiot, et bien entendu, je n'ai pas su m'en tirer. Or, en m'approchant de la baronne, je me rappelle que quelque chose me poussait. C'était de la gaminerie. De plus, j'étais dans un état d'énervement indescriptible, comme ivre. Chapitre 6. 2 jours se sont écoulés depuis cette journée stupide. Que de cris, quel tohu-bohu, et que tout cela est décousu, bête et vulgaire, et j'en suis la cause. Et néanmoins cela paraît parfois drôle, à moi du moins. Je ne puis me rendre compte exactement de ce qui m'arrive. Est-ce que vraiment je délire, ou bien est-ce que je déraille et je fais tout bonnement le forcené avant qu'on ne me passe la camisole? À certains moments, il me semble que je perds la raison, et à d'autres, que je suis encore près de l'enfance, des bancs de l'école et que je fais grossièrement le potache. C'est Pauline, Pauline. Sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu d'enfantillage. Qui sait, j'ai peut-être agi par désespoir, bien qu'il soit idiot de raisonner ainsi. Et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle a d'attirant. Est-elle jolie? Mais oui, elle est jolie, il me semble qu'elle est. N'a-t-elle pas tourné la tête à d'autres? Grande, svelte, mais très mince, on pourrait en faire un nœud, la plier en 2. L'empreinte de son pied est fine, allongée, troublante, précisément troublante. Ses cheveux ont un reflet roux, ses yeux sont de vrais yeux de chat, et comme elle sait leur donner un air fier, altier. Il y a 4 mois environ, lors de mon entrée en fonction chez le général,
Elle eut un soir au salon avec des grieux une conversation longue et animée. Et elle avait un tel regard qu'en allant me coucher, je m'imaginais qu'elle lui avait donné une gifle, qu'elle venait de le faire et dressée devant lui, elle le regardait. C'est ce soir-là que je suis tombé amoureux d'elle. Mais au fait, je descendis par le sentier jusqu'à l'allée, je me plantai au milieu de celle-ci, et j'attendis la baronne et le baron. À 5 pas, je me découvris et saluai. La baronne portait une robe de soie gris clair, d'une circonférence prodigieuse, à volants, crinoline et traîne. Basse de taille, elle avait un embonpoint exceptionnel et un menton affreusement gras et pendant. On ne lui voyait pas le cou. Son visage était pourpre. Ses yeux étaient petits, méchants et pleins de morgue. Et sa démarche. Chacun de ses pas était un honneur qu'elle vous faisait. Le baron, sec, grand, selon l'habitude allemande, il avait le visage de travers, ridé, menu. Lunettes, 45 ans. Les jambes lui partaient pour ainsi dire du thorax, signe de race. Vaniteux comme un paon, mais assez empoté. L'expression un peu moutonnière, ce qui tient lieu de profondeur d'esprit. Je notai tout cela en quelques secondes. Mon salut et mon chapeau à la main n'attirèrent qu'à peine leur attention pour commencer. Le baron fronça légèrement les sourcils. La baronne voguait sur moi toute voile dehors. « Madame la baronne, articulai-je à haute et intelligible voix, j'ai l'honneur d'être votre esclave. » Ensuite je la saluai, je remis mon chapeau sur la tête et passai à côté du baron en me tournant aimablement vers lui avec un sourire. Si je m'étais découvert, c'était sur l'ordre de Pauline, mais c'est de ma propre initiative que je saluai et que je fis le gamin. Du diable si je sais ce qui m'y poussa. J'avais la sensation d'une chute dans un précipice. « Hein » cria ou plutôt croissa le baron en me regardant avec un étonnement courroucé. Je m'arrêtai dans une attitude d'attente respectueuse, les yeux toujours fixés sur lui et le sourire aux lèvres. Il était visiblement stupéfait et il arquait les sourcils jusqu'à la limite de ses possibilités. Son visage devenait de plus en plus sombre. La baronne se tourna aussi vers moi et me regarda avec colère et perplexité. Les passants nous dévisageaient, certains s'arrêtaient même. « Hein » émit de nouveau le baron avec un redoublement de croissement et dire. « Jawohl » entonnai-je en continuant à le regarder droit dans les yeux. « Sind Sie Rasen » cria-t-il en levant sa canne. Je crois qu'il commençait à avoir un peu peur. Peut-être mon costume l'embarrassait-il. J'étais bien habillé, avec élégance même, comme quelqu'un du meilleur monde. « Jawohl » m'écriai-je à tue-tête en allongeant le O à la manière des Berlinois qui parsèment leur conversation de Jawohl en accentuant plus ou moins le O afin d'exprimer différentes nuances de la pensée et du sentiment. Ils firent rapidement demi-tour et s'éloignèrent presque en courant dans leur effroi. Quelques passants firent des remarques, d'autres me regardèrent avec étonnement. D'ailleurs mes souvenirs deviennent vagues. Je revins d'un pas normal vers Pauline Alexandrovna. Mais arrivé à une centaine de pas de son banc, je la vis se lever et prendre le chemin de l'hôtel en compagnie des enfants. Je la rejoignis à l'entrée. « J'ai accompli cette idiotie, lui dis-je. « Et alors, débrouillez-vous maintenant, me répondit-elle sans même me regarder en montant à sa chambre. Je passais toute cette journée à errer dans le parc, puis dans une forêt. Je passais même dans une autre principauté. J'avalai une omelette et je bus du vin dans une maisonnette. Pour cette idylle, on m'extorqua 1 thaler et demi. Ce n'est qu'à 11 heures que je revins à l'hôtel. Je fus immédiatement convoqué chez le général. Notre groupe occupait 2 appartements. Ils avaient 4 chambres. La première était un salon de grande dimension avec un piano. À côté, une autre grande pièce était le cabinet du général. C'est là qu'il m'attendait, debout, dans une attitude majestueuse à l'extrême. Des grieux étaient à demi étendus sur un divan. « Monsieur, permettez-moi de vous demander ce que vous avez encore fait, commença le général. »« Mon général, j'aimerais que vous veniez droit au fait. Vous voulez sans doute parler de ma rencontre aujourd'hui avec un Allemand. »« Un Allemand ? Cet Allemand est le baron Würmerschelm, une personnalité. Vous avez été des plus grossiers envers lui et la baronne. »« Absolument pas. »« Monsieur, vous leur avez fait peur, s'écria le général. »« Mais pas du tout. Depuis notre séjour à Berlin, j'ai été frappé par ce Jawohl répété à tout bout de champ et qu'ils étirent d'une façon ignoble. En trouvant le baron sur mon chemin, dans l'allée, je me suis souvenu de ce Jawohl. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et voilà, ce mot a eu le don de m'énerver. De plus, c'est la 3e fois que nous nous rencontrons, la baronne et moi, et elle marche toujours droit sur moi, comme si j'étais un ver de terre que l'on peut écraser. Moi aussi, j'ai pu avoir de l'amour-propre, n'est-ce pas ? Je me suis découvert poliment, je vous l'assure, et je lui ai dit « Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave », lorsque le baron se retourna en hurlant. « Hein ?» J'eus l'envie soudaine et irrésistible de vociférer à mon tour « Jawohl ».
Je le fis 2 fois, d'abord d'une voix naturelle, mais ensuite à tue-tête, en y mettant leur accent, voilà tout. J'étais, je l'avoue, enchanté de cette explication puérile. Je démangeais d'en faire toute une histoire, j'y prenais goût de plus en plus. Mais dites donc, vous moqueriez-vous de moi s'écria le général. Il se tourna vers le Français et lui dit dans sa langue que je cherchais à faire un esclandre. Desgrieux eut un sourire méprisant et haussa les épaules. « Oh, mais pas du tout, loin de là, m'exclamai-je à mon tour. J'ai fait une mauvaise action, je vous le concède en toute franchise. On peut même la qualifier de gaminerie stupide et déplacée, sans plus. Savez-vous, mon général, que je la regrette infiniment, mais il y a une circonstance qui, d'après moi, me permet presque de me dispenser de la regretter. Ces derniers temps, depuis 2 ou 3 semaines, je ne me sens pas bien. Je suis malade, nerveux, irritable, fantasque et parfois, dans certaines circonstances, il m'arrive de perdre tout contrôle sur moi-même. Vraiment, j'ai eu plusieurs fois follement envie de dire au marquis Desgrieux que... Mais il est inutile que j'achève ma phrase, cela pourrait l'offenser. Bref, ce sont des symptômes de maladie. Je me demande si la baronne Wurmerschel m'acceptera de prendre ce fait en considération lorsque je lui présenterai mes excuses, car j'ai l'intention de le faire. Mais je crois qu'elle n'en tiendra pas compte, d'autant plus qu'à ma connaissance, dans le monde juridique, on commence ces derniers temps à en abuser. Dans les affaires criminelles, les avocats se sont mis très fréquemment à justifier leurs clients assassins, en alléguant que ceux-ci ne se souvenaient de rien au moment même du crime, et que ce serait là une maladie. Il a tué, disent-ils, et il n'a aucun souvenir. Et imaginez-vous, mon général, que la médecine amène de l'eau à leur moulin. Elle soutient en effet qu'il existe une sorte d'affection, une folie passagère, où l'individu perd la mémoire, sinon totalement, du moins à demi ou au quart. Or le baron et la baronne appartiennent à la vieille génération. De plus, ce sont des junkers prussiens et des propriétaires fonciers. Sans doute cette évolution intervenue dans le monde juridique et médical leur est encore inconnue. C'est pourquoi mes explications n'auraient aucune valeur à leurs yeux. Qu'en pensez-vous, mon général ? Assez, monsieur, proféra celui-ci d'un ton tranchant avec une indignation contenue. Assez, une fois pour toutes, je vais tenter de me débarrasser de vos gamineries. Vous n'allez pas vous excuser devant le baron et la baronne. Tout rapport avec vous, ne fût-ce que votre seule démarche pour présenter des excuses, serait pour eux trop humiliant. Lorsque le baron eut appris que vous faisiez partie de ma maison, il s'en est expliqué avec moi au casino, et je vous l'avoue, il s'en est fallu de peu qu'il ne me demandât satisfaction. Comprenez-vous, monsieur, à quoi vous m'exposiez, moi ? J'ai été, moi, obligé de faire des excuses au baron, et je lui ai donné ma parole que dès aujourd'hui, vous ne feriez plus partie de ma maison. Permettez, mon général. C'est donc lui qui a exigé que je n'appartienne plus à votre maison, comme vous voulez bien vous exprimer ? Non pas, j'ai moi-même estimé que j'étais obligé de lui donner cette satisfaction, et naturellement le baron l'a accepté. Nous nous séparons donc, monsieur. Je vous dois encore à ce jour 4 Frédérics et 3 Florins. Les voici, et voici le compte. Vous pouvez le vérifier. Adieu, dès à présent nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Je n'ai eu de vous que des ennuis et des désagréments. Je vais appeler le valet de chambre pour lui signifier que je ne réponds plus de vos dépenses à l'hôtel à partir de demain matin. J'ai l'honneur d'être votre serviteur. Je pris l'argent, le papier sur lequel le décompte était inscrit au crayon, je saluai le général, et je lui dis avec le plus grand sérieux. Mon général, cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Je suis désolé que vous ayez eu à subir des désagréments à cause du baron, mais pardonnez-moi, c'est entièrement de votre faute. Comment avez-vous pu prendre sur vous de répondre au baron à ma place ? Que signifie l'expression selon laquelle j'appartiens à votre maison ? Je ne suis que précepteur chez vous et rien de plus. Je ne suis pas votre fils ni votre pupille, et vous ne pouvez répondre de mes faits et gestes. Au sens juridique, je suis moi-même responsable de ma personne. J'ai 25 ans, je suis licencié de l'université, je suis d'origine noble, je vous suis parfaitement étranger. Seul mon profond respect pour vos mérites me retient de vous demander immédiatement satisfaction et de plus amples explications sur le fait que vous vous êtes arrogé le droit de répondre en mon lieu et place. Le général était abasourdi, il écarta les bras, puis se tourna d'un bloc vers le Français et lui dit en quelques mots hâtifs que je venais presque de le provoquer en duel. Desgrieux éclata de rire. Or, je ne suis aucunement disposé à tenir le baron pour quitte, poursuivis-je avec un parfait sang-froid, et sans me laisser émouvoir par le rire du petit monsieur. Étant donné, mon général, qu'en acceptant aujourd'hui d'écouter les doléances du baron, et qu'en entrant dans ses intérêts, vous vous êtes rendu, pour ainsi dire, partie à cette affaire. J'ai l'honneur de vous déclarer que pas plus tard que demain matin, j'exigerai du baron, en mon nom personnel,
Une explication formelle sur les raisons qui l'ont poussé à s'adresser à un tiers et à mon insu dans une question entre lui et moi, comme si j'étais incapable ou indigne de répondre de ma propre personne. Je le prévoyais. Entendant cette nouvelle sottise, le général fut épouvanté. « Comment est-il possible que vous vouliez encore donner suite à cette abominable affaire » s'écria-t-il. « Dans quelle situation vous me mettez, grand Dieu ? Je vous l'interdis, monsieur, vous entendez ? Sinon je vous jure que... Il y a aussi des autorités ici, et je... Enfin bref, de par mon grade, et le baron de même, bref, enfin, on va vous coffrer, vous expulser entre deux gendarmes, pour esclandre et voie de fait, c'est compris ?» Il étouffait de colère, mais il avait la frousse. « Mon général, répondis-je avec un flegme qui devait le mettre à cran, on n'arrête pas un individu pour voie de fait avant qu'il n'en commette. Je n'ai pas encore amorcé mes explications avec le baron, et vous ignorez encore complètement dans quelles conditions je compte entreprendre cette démarche. Je voudrais simplement faire une mise au point à propos d'une supposition, blessante pour moi, à savoir que je me trouve sous la tutelle d'une personne qui aurait autorité sur mon libre arbitre. Vous avez tort de vous alarmer et de vous faire tant de soucis. » « Au nom du ciel, Alexis Ivanovitch, abandonnez ce projet qui n'a ni queue ni tête, » bredouilla le général. Il était soudain passé de la colère à la supplication. Il m'avait même pris par les mains. « Voyons, représentez-vous donc ce qui en résulterait. Encore des ennuis. Vous devez en convenir, je dois maintenir ici une attitude particulière, surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Oh, vous ignorez les circonstances dans lesquelles je me débats. Je serai prêt à vous reprendre dès que nous aurons quitté ces lieux. Maintenant, ce n'est que pour la forme. Bref, je suis sûr que vous comprenez mes raisons, » cria-t-il avec désespoir. « Alexis Ivanovitch. En faisant demi-tour pour gagner la porte, je le priai instamment de ne pas s'inquiéter, l'assurai que tout se passerait dans l'honneur et la dignité, et je me hâtai de sortir. Il arrive souvent que les Russes à l'étranger soient trop timorés, qu'ils craignent exagérément le qu'en dira-t-on, qu'ils s'interrogent. Comment va-t-on considérer ceci, et cela est-il comme il faut ? Bref, ils se conduisent comme s'ils portaient un corset, surtout ceux qui ont des prétentions à l'importance. Ils adorent s'ajuster quelque forme préconçue à laquelle ils se tiennent servilement, partout, que ce soit à l'hôtel, à la promenade, dans les cercles, en voyage. Mais le général s'était découvert. Il lui fallait assumer une attitude particulière, par suite de circonstances spéciales. Voilà pourquoi il avait lâchement pris peur et changé soudain de ton. J'en pris acte. Il était clair qu'il était capable, par bêtise, d'alerter quelque autorité dès le lendemain. Je devais effectivement me tenir sur mes gardes. Au fond, je n'avais eu aucune intention de mettre justement le général en colère, mais je voulais maintenant m'en prendre à Pauline. Elle m'avait traité d'une manière si cruelle, elle m'avait poussé dans une voie si absurde, que je désirais vivement la mener à me demander elle-même de m'arrêter. Mes incartades de potache pouvaient en fin de compte la compromettre, elle aussi. Et d'autres sentiments, d'autres désirs naissaient en moi. Si par exemple de mon propre gré je m'annihilais devant elle, cela ne signifiait nullement que j'étais une poule mouillée devant tout le monde, et ce n'était certes pas au baron de me donner des coups de canne. J'eus envie de me moquer de tous ces gens et de garder le beau rôle. Ils allaient voir de quel bois je me chauffais. Alors elle prendrait peur du scandale et elle me rappellerait. Et si elle ne le faisait pas, elle verrait quand même que je n'étais pas une poule mouillée. Nouvelle surprenante, je viens d'apprendre de la gnagna, notre bonne d'enfant, que j'ai croisée dans l'escalier, que Marie Philippovna était partie toute seule pour Carlsbad, par le train du soir, pour y retrouver sa cousine. Qu'est-ce que cela veut dire ? À en croire la bonne, elle se préparait depuis longtemps à ce départ. Mais comment se fait-il que personne n'était au courant ? Après tout, j'étais peut-être seul à ne pas le savoir. La bonne m'a révélé aussi qu'il y a 2 jours, Marie Philippovna a eu une discussion orageuse avec le général. C'est clair, il s'agit sûrement de Mademoiselle Blanche. Oui, quelque chose de décisif va se produire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de Le joueur de Dostoïevski.